Je suis écrivain, je suis journaliste. J'étais réalisateur de documentaires, producteur, plasticien, mais j'ai dû arrêter toutes mes activités pour devenir le président de la coopérative Blast et également le directeur de la rédaction de ce média qui est en train de naître et d'émerger. On est dans les premiers jours, le site vient juste d'être créé, on a sorti nos premières émissions, donc tout est en train de se mettre en place en ce moment. Je crois qu'on s'inscrit vraiment dans le mouvement des lanceurs d'alerte. Moi-même, avec Clearstream, j'étais une sorte de précurseur en la matière. Et on va travailler avec des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que toute la cellule enquête qu'on est en train de monter avec Olivier Jourdan-Rouleau qui s'en occupe, elle se compose de gens qui ont des dossiers. On en a de plus en plus. On reçoit en ce moment entre 2 et 3 propositions d'enquête par semaine. Donc ça fait partie un peu de l'ADN de Blast que de traiter ces sujets, ces enquêtes. On va prendre le temps, on a consacré un budget à ça, et je pense que les gens qui nous ont financés, parce qu'on a presque 10 000 personnes à ce jour qui se sont abonnées à Blast, enfin pas tout à fait, je crois que c'est 9 000, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça représente quand même beaucoup de gens qui ont cru en nous. La campagne a duré 2 mois, on a levé pas loin d'1 million d'euros. Donc tous ces gens-là, s'ils investissent dans Blast, c'est parce que d'une part il y a une grande générosité, c'est-à-dire ce sont des gens qui veulent créer un média de service public, on va dire, d'intérêt général, donc une web TV et un site, et ils nous demandent d'être indépendants, libres, et de sortir des affaires et des enquêtes. Et nous, on s'inscrit complètement dans l'idée que... c'est-à-dire qu'on n'est pas... On va inventer notre petite musique à nous. Je suis un peu chargé de faire ça et ça va monter de plus en plus, quoi. Et évidemment, on n'est pas comme, on va pas fonctionner comme BFM ou comme toutes ces télés-là. On est à côté. Actuellement, on est tout petit, mais je pense on va grossir. Le crowdfunding, ça a été le point de départ. Quand on a commencé à la mi-janvier à monter cette campagne. Moi, je pensais qu'on pourrait lever beaucoup d'argent, mais je pensais à 500, 600 000 euros. C'est un peu le chiffre que j'avais en tête. Et malgré les vents contraires qu'on a eu à la fin, les campagnes de dénigrement, des choses comme ça, on est quand même arrivé à 937 000, je crois. Donc, d'une part, ça veut dire que le message qu'on avait à faire passer, qui était un message de contenu journalistique, on voulait faire du journalisme, évidemment, c'est porté j'ai beaucoup porté cette campagne et les gens me connaissent un peu, savent que j'ai résisté à Clearstream, connaissent mon parcours, j'ai quand même écrit une vingtaine de bouquins, enfin, etc. Donc j'étais un peu la tête de gondole du projet, mais la raison pour laquelle les gens nous ont souscrit et ont financé, c'est parce que d'une part ils étaient sur un constat dramatique sur l'état de la presse en France aujourd'hui et de la dépendance entre les médias et les puissances d'argent, puisque on sait très bien que 90% de ce qui s'écrit en France appartient à des types qui ont des multinationales, qui font du business par ailleurs. Et nous, on est complètement libre et indépendant. C'est-à-dire que si on n'est pas bon, on perdra nos abonnés et nos financements, quoi. Donc là, pour l'instant, l'idée de Blast, notre produit de base, on va dire, c'est un abonnement à 5 euros par mois. C'est-à-dire que les gens s'abonnent, donc ils ont des contenus privilégiés en avance ou ils peuvent participer à des masterclass, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Mais les gens qui s'abonnent à Blast veulent que les contenus soient accessibles au plus grand nombre. Donc on est vraiment dans l'idée, c'est un acte assez généreux et quelque part d'engagement que font les gens qui souscrivent. Et c'était le meilleur moyen de financer cette campagne. Mais on est en campagne en permanence, c'est-à-dire que
là, le site est opérationnel, enfin, la V1 du site qui est déjà pas mal, et ça fait 3 jours quoi, seulement. Mais on a déjà eu, je ne sais plus, une petite centaine d'abonnés, de gens qui se sont abonnés uniquement sur les petits contenus qu'on avait, parce qu'ils se disent, tiens, on a envie de soutenir ce média, et puis donc une sorte de fond de roulement permanent, quoi, parce qu'on a évidemment beaucoup d'investissements, on a pour presque 100 000 euros de matériel, on doit louer, on est en train de chercher des locaux à louer, on a des... Et le journalisme coûte cher, le journalisme d'enquête. Là, on vient de déclencher une enquête sur un sujet très particulier. Je pense qu'il y a 3 ou 4 mois de boulot, quoi. Donc les gens ne peuvent pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc on essaie les salaires à Blast sont des salaires normaux, enfin de bons salaires de journalistes. Et on a créé quand même 15 emplois. Il y a 3 pigistes permanents, plus une vingtaine de pigistes dans notre écosystème à nous. Donc voilà, ça représente un investissement, quoi. Ben, Clearstream, pour moi, d'abord, ça fait partie de mon histoire, mais c'est vieux, quoi. C'est-à-dire que je commence à enquêter à Clearstream en 1999. On est en 2020, donc c'était il y a 21 ans, quoi. Et je tire sur un fil. En fait, j'ai toujours réfléchi à comment voyage l'argent. Comment ça se passe le commerce interbancaire, etc. Et je suis tombé sur une sorte de gare de triage de la finance internationale et qui avait un fonctionnement un peu clandestin. C'est-à-dire qu'il y avait les comptes apparents et les comptes cachés de Clearstream. Et donc j'ai fait un premier livre qui s'appelait Révélation et puis un premier film pour Canal+, d'ailleurs le Canal+ d'Alain de Greff. Ensuite j'ai fait un deuxième film qui s'appelait... le premier film s'appelait Les Dissimulateurs, le second s'appelait L'affaire Clearstream, raconter un ouvrier de chez Daewoo, parce que j'ai essayé de faire comprendre, mon frère à l'époque était ouvrier chez Daewoo, il venait de se faire licencier, et le patron de Daewoo avait des comptes cachés chez Clearstream. Et donc c'était une belle illustration de comment la financiarisation de l'économie arrive à la paupérisation du monde et de la France en particulier. Donc moi, il se trouve que j'habitais à côté du Luxembourg, donc j'avais un accès privilégié, j'avais des informations qui étaient intéressantes. Et quand j'ai commencé à découvrir l'ampleur des dégâts, c'est quelque chose de très grisant et d'effrayant. Je crois que Clearstream, au départ, c'est un scoop mondial. D'ailleurs, quand on sort Révélation, on est repris partout, quoi, par la presse financière japonaise, américaine. CNN avait fait un papier, enfin, etc., etc. Et après, j'ai commencé à avoir des emmerdes, c'est-à-dire que le PDG de Clearstream a été viré, mais le type qui l'a remplacé a porté plainte en diffamation. Donc il y a eu une 60aine de procédures contre moi, qui étaient vraiment des procédures bâillons. On a essayé de me faire taire, et après 10 années de procédures, dont comment dire, l'affaire Clearstream 2, qui était l'utilisation de mon travail par des escrocs. Tout ça, j'ai traversé toutes ces tempêtes pour, au final, en 2011, la Cour de cassation a dit que mon enquête était sérieuse, de bonne foi et servait l'intérêt général. Donc voilà, donc je suis plutôt fier et heureux de ça, même si ça a été particulièrement douloureux. Quand je faisais Clearstream, une des choses les plus intéressantes de l'enquête, c'est qu'on pouvait cerner pour la première fois les contours d'une finance véritablement parallèle. C'est-à-dire qu'on voyait bien, avec les comptes publiés, les comptes non publiés et la quantité de comptes dans les paradis fiscaux, de mémoire, il y avait 20 000 comptes dans Clearstream, dont 6 800 étaient ouverts dans des paradis fiscaux. Et ça représentait... alors, j'ai plus les chiffres en tête maintenant, j'ai peur de dire des bêtises, mais oui, il y avait 11 trillions d'euros, donc 11 000 milliards d'euros qui transitaient en 2000, au moment où je l'étais, dans les comptes de Clearstream, et en gros la moitié allait vers les paradis fiscaux, quoi. Donc c'était cette idée que à un moment donné, j'avais fait un parallèle avec l'astrophysique, c'est-à-dire que quand on regarde les étoiles, l'univers, on a longtemps pensé que la matière noire de l'univers c'était du vide, alors qu'en fait ça a une densité, quoi. Et la matière noire on va dire de la finance, elle existe aussi, quoi. Et je pense qu'elle est à ce jour beaucoup plus importante. Il y a plus de matière blanche.
et de matière noire. On est dans un univers complètement gris, quoi. Et même la définition même des paradis fiscaux évolue. Par exemple, on peut considérer très facilement que la City à Londres est un paradis fiscal, l'Irlande est un paradis fiscal, l'Autriche est un paradis fiscal, la France, à certains égards, est un paradis fiscal. Parce que être un paradis fiscal, c'est aussi être un paradis judiciaire et un paradis bancaire. Donc il y a des tas de facilités qui sont données à des sociétés. Mais en ce moment, il y a une vraie bagarre. Et avec l'arrivée de Joe Biden, il y a quelques micro-signes d'espoir parce que les Américains se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus continuer à vivre comme ils le faisaient jusqu'alors, c'est-à-dire avec ces grosses multinationales qui jouaient sur la fiscalité des pays. Donc les États-Unis, si les États-Unis commencent à vouloir taxer les multinationales dans chacun des pays, là on parle d'une taxe de 21%, enfin ça vient de sortir, hein, c'est les derniers chiffres, et je trouve que c'est un signe d'espoir. Il n'y en a pas beaucoup dans ce monde, mais ça serait un bon moyen de lutter contre les paradis fiscaux, ça. Parce que jusqu'à présent, c'est quand même ce qui nous tue, quoi. Bah, j'ai l'espoir que ça passe, parce qu'on arrive, surtout en période de Covid, on a l'impression qu'on peut trouver de l'argent partout, quoi, et que ça, tu sais la phrase de Macron, quoi qu'il en coûte, quoi. Mais non, pas quoi qu'il en coûte, parce que à un moment donné, si vous voulez, on peut pas fabriquer de la monnaie éternellement, quoi. Donc, à un moment donné, il y aura une dette, et c'est les générations futures qui vont devoir payer. Et donc, c'est toujours les plus pauvres, et les écarts se creusent. Et donc, les États se rendent compte quand même. Il y a des signes qui ne trompent pas quand on regarde l'état de pauvreté des étudiants en France, quand on voit les queues de ces étudiants qui ont plus de quoi bouffer. Il y a 10 ans, ça n'existait pas, ça. Donc il y a des images, on voit bien que ce pays, qui est un des plus riches du monde, les inégalités se creusent comme elles ne se sont jamais creusées. Et donc il y a une sorte de prise de conscience, je crois, au-delà de la France, parce que la France avec Macron, moi j'ai aucune confiance en Macron, mais il y a une prise de conscience, et je pense que l'élection de Biden est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Autant Trump avait au niveau finance, il avait commencé à tout casser, autant là, j'ai l'espoir que des choses peuvent se reconstruire sur des bases un peu plus saines. De toute manière, le monde ne peut plus continuer à fonctionner de la manière dont il fonctionnait jusqu'alors, au niveau bancaire en tout cas. Et, en tout cas, depuis Clearstream, je ne m'étais plus passionné pour un sujet financier comme je me suis passionné pour BlackRock et Larry Fink. Et donc j'ai commencé parce que Larry Fink, c'était un type que quand je faisais mes toiles à la galerie, quand je faisais mes grands tableaux sur la finance parallèle, etc., le nom de Larry Fink apparaissait tout le temps parce qu'il était le patron de BlackRock, et BlackRock était actionnaire de tas de banques, de tas de sociétés financières, etc. Et BlackRock est devenu, c'est sans doute la plus grosse multinationale au monde de la finance. Mais elle n'a pas le statut de banque. C'est-à-dire que l'idée de Larry Fink, c'est de créer un Google de la finance. Et je pense qu'il va y arriver. Dans 1 an ou 2, tu vas taper Aladdin au lieu de taper Google. Tu auras 1 000 € à placer. Tu vas dire Aladdin, où placer mes 1 000 €. Et Aladdin va prendre ton blé et va te garantir, je sais pas, une 3% ou 5% d'intérêt. Et BlackRock est en train de construire, et Larry Fink derrière, une sorte d'immense pyramide de Ponzi, quoi. C'est-à-dire que c'est l'argent des petits boursicouteurs qui payent ceux qui arrivent, etc. Et donc ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et si un jour il y a une vraie crise financière et si ça se casse la gueule, BlackRock est devenu tellement important, too big to fail, que ils vont pas se casser la gueule. Par contre, ce qui se cassera la gueule, c'est tout le reste, c'est-à-dire les entreprises vont. Il y a déjà des faillites, il y a déjà des choses comme ça. Donc, et l'obsession de Larry Fink, parce que son obsession, c'est évidemment de gagner de l'argent. Et là, il a un terrain de chasse avec la France. C'est pour ça que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, une des révélations de mon livre, c'est qu'il est venu à 7 reprises en France avec son jet
son avion qui est très très cher, là, où il dépense un fric fou en carbone et tout ça. Comment dire, il faut qu'il capte l'épargne des Français et des retraites aussi. Donc c'est les plus gros lobbyistes en ce moment en matière de privatisation des retraites. Et si la France cède, c'est toute l'Europe qui va céder derrière. Donc Larry Fink est dans cette stratégie-là. Et le fait qu'Emmanuel Macron l'ait reçu 1 ou 2 semaines après son élection en 2017, le premier qui reçoit, c'est Larry Fink avec Jean-François Cirelli, qui est le PDG de BlackRock France. Donc c'est quand même un signe que moi je juge inquiétant de voir après le président de la République française dérouler le tapis rouge à un des plus grands prédateurs financiers de la planète, qui est Larry Fink, quoi. Pour écrire mon livre, je me suis intéressé aux retraites des Américains. Il se trouve que c'est Ronald Reagan qui a commencé à libéraliser tout le système, mais avant Reagan, les retraités américains étaient plutôt prospères. Ils avaient des maisons, des voitures, des pelouses, des actions dans l'industrie automobile, par exemple, etc. Et Reagan a commencé à privatiser les retraites, donc il y a eu des groupes comme Vanguard ou Blackstone, qui était l'ancêtre de BlackRock, qui ont pris l'argent des Américains et les ont placés en bourse, quoi. Et donc les premières années, les Américains ont été contents parce que ça spéculait dur et ils récupéraient leur mise. Sauf que très vite, le système est arrivé à bout de souffle, quoi. Et les retraités américains ont perdu, je crois, en 10 années, 30% de leurs revenus, quoi. Et la situation n'a fait qu'empirer, parce qu'évidemment, ces boîtes de bancaires, enfin ces sociétés intermédiaires, cherchent tout le temps de nouveaux territoires. Donc une fois qu'ils ont terminé en Amérique, ils ont continué à épuiser, on va dire, les ressources américaines. Ils sont allés en Europe, ils sont allés en Asie, etc. Et le système a enflé et a perduré. Donc ces gens-là sont forcément obligés de trouver des nouveaux marchés. On est dans une logique à la Ponzi, quoi, parce que l'arrivée de boursicoteurs, d'épargnants, etc., nourrit en permanence la machine. Et dans le livre, je raconte une scène que j'ai vue dans un documentaire sur Arte, qui est complètement effrayante. Et on peut le retrouver sur Google, d'ailleurs, si on tape Larry Fink. Et je ne sais plus comment il s'appelle, Carl Jung, je ne sais plus comment il s'appelle, ce milliardaire. Carl Icahn, je crois, il s'appelle comme ça, Carl Icahn. Donc, on est dans une émission genre BFM aux États-Unis, et Larry Fink est invité avec ce milliardaire. Donc, Larry Fink, sa fortune personnelle à lui, il doit être tout juste milliardaire. Lui. Il doit avoir 1 milliard. Et Carl Icahn, c'est le personnage qui avait inspiré le personnage de Michael Douglas, Gordon Gekko dans Wall Street, le film d'Oliver Stone. Et donc lui, sa fortune est autour de 20 milliards de dollars. Et Icahn, il est dans ce divan là avec le journaliste américain qui l'interroge et qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous pensez de Larry Fink et de BlackRock ?» Et Icahn a cette métaphore que je trouve incroyable. Il dit « Vous savez, Larry Fink, il me fait penser à un chauffeur de bus. Et nous, les Américains, on est dans le bus derrière lui. Et tout le monde picole dans le bus, chante, etc. Et Larry est au volant, et à côté de lui, il y a Janet, le gouverneur de la Fed, de la Fédérale Réserve américaine. Et ça chante, et ça danse, et ça prend des virages, et ça tourne, et tout ça. Et la nana de la Fed lui dit « Mais Larry, freine. » Et Larry dit « Non, mais j'en ai rien à foutre de freiner. Allez, on fait la fête, on picole. » Et tout le monde danse, etc. Jusqu'à ce que Larry rate un virage, et son bus se pète dans un ravin et s'écrase sur un rocher noir, un BlackRock. Voilà qui est Larry Fink. Et le type raconte cette anecdote dans un grand rire à la fin, et on voit la tronche de Larry Fink
en croit pas ses yeux, quoi. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Larry Fink, on lui a proposé le poste de secrétaire d'État au Trésor quand Biden a été élu, et il préfère rester à BlackRock. Il a beaucoup plus de pouvoir. En plus, tous les gens de BlackRock aujourd'hui sont dans l'administration. Et je sais, tout à l'heure, je vous disais qu'ils sont en train de créer des lois là pour taxer les multinationales. Je pense qu'il y a je suis pas sûr que ça plaise beaucoup à Larry Fink, ça. Et donc il y a tout un tas de lobbies en ce moment là-bas. Mais en tout cas, si on laisse les clés du camion à un mec comme Larry Fink, on va vraiment à une catastrophe. Ah ben, à Blast, il y a Paloma Moritz qui est chargée de l'écologie ici. On va faire plusieurs sujets par semaine sur l'écologie quand on aura trouvé notre vitesse de croisière. Mais c'est marrant qu'on parle d'écologie parce que Larry Fink, c'est vraiment le plus bel exemple. C'est-à-dire que le type, tous les ans, il fait des lettres. Je crois qu'il y a 18 000 patrons d'entreprises dans le monde à qui Larry Fink, dans les BlackRock, a des actions dans ces 18 000 entreprises. Par exemple, il possède en gros entre 4 et 5% du CAC 40 français, Larry Fink. Donc il a une énorme influence sur tous ces gens. Et là, depuis 2-3 ans, il communique beaucoup sur la green economy, quoi. C'est-à-dire en disant, aujourd'hui, il faut on peut plus faire comme avant, la planète brûle de partout, etc. Sauf que le blé qu'il gagne, il le gagne sur les industries fossiles, sur le charbon, sur le pétrole. Comme je le disais tout à l'heure, lui, quand il se déplace d'un endroit à l'autre sur le globe, il roule en jet et les avions qu'il a sont d'énormes consommateurs de pétrole et enfin, on sait très bien ce que ça veut dire en termes d'écologie. Et donc, il fait complètement l'inverse de ce qu'il dit, quoi. C'est un faisant, cet homme, puisque il va devant nous dire qu'il faut faire attention, l'écologie, enfin, etc. Et derrière, il continue à investir dans les mines de charbon, dans le pétrole. Il a jamais freiné, quoi, par rapport à ça, parce que ça rapporte du pognon, quoi. Moi, je pense que, et c'est pour ça que j'aurais pu rester peinard à écrire mes livres, à faire mes films. Chez moi, j'étais dans ma zone de confort. Et si je me décide me décide à lancer Blast, c'est bien parce que je suis pleinement conscient qu'il y a un énorme problème d'information et d'accès à l'information en France. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'un autre, mais je suis quand même quelqu'un qui regarde la télévision, et le bruit qu'on entend, c'est toujours le même, un peu partout, quoi. Il y a quand même des gens qui sont jamais invités, des sujets qui sont jamais traités ou si mal traités que l'idée de Blast, c'est d'inventer un nouveau modèle d'information. Et ça commence par la structure même de ce qu'est cette coopérative, c'est-à-dire les gens qui financent Blast, ce sont les propriétaires de Blast. Même s'il y a 5 collèges, et c'est vrai que le collège des fondateurs, dans lequel je suis, a 50% de départ. Et il y a 4 autres collèges qui se partagent les autres 50%. C'est-à-dire, enfin, je ne vais pas les énumérer, on trouve ça sur Internet. Mais on est hyper contrôlé, c'est-à-dire que pas un centime on ne fait pas de dividendes, et tout l'argent qu'on gagne ou que nous donnent les gens est réinvesti dans les salaires, dans l'outil de travail, enfin, etc. Et beaucoup de bêtises d'ailleurs, les gens qui nous veulent du mal, et il y a beaucoup de gens, parce que comme on a beaucoup de succès, ça suscite un certain nombre de jalousies. Donc il y a des conneries qui ont été dites et écrites à mon égard, disant que je voulais me faire des gros salaires, etc. En fait, l'écart des salaires en ce moment à Blast, et j'ai le salaire le plus important, il est de 1 à 2. Enfin, vous voyez, c'est pas... Et moi, mon salaire est connu de tout le monde, et on respecte complètement les conventions collectives. C'est le salaire d'un directeur de rédaction, voilà, quoi. Et puis tous les journalistes sont payés selon l'échelle des salaires. Et on est complètement transparent, c'est-à-dire que les comptes sont publiés chaque année. Donc, ce qui est important, tout à l'heure j'ai parlé des abonnements. Ce qui est très important, c'est les parts sociales. À Blast, une part sociale, c'est 5 euros. Qu'on ait une part sociale ou 1000 parts sociales ou 10 000 parts sociales,
on a toujours une voix pour voter, quoi. Dans le collège des sociétaires, ou dans le collège des prestataires, ou dans le collège des salariés, ou dans le collège des mécènes. Donc voilà, et cet argent-là aussi, elle nous permet d'avancer, c'est notre moteur. J'ai en ce moment un peu le sentiment qu'on est en train comment dire, de fabriquer les fondations d'une sorte de gratte-ciel. Et il faut qu'on monte le plus haut et le plus loin et le plus vite possible, mais il faut que les fondations soient hyper solides. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de construire avec les embauches qu'on fait, avec le matériel qu'on achète, etc. Et une fois qu'on aura trouvé ces fondations très solides, on va pouvoir monter très haut et très vite, parce que mon ambition est évidemment pas de m'enrichir personnellement, mais et c'est pas non plus j'espère qu'un jour, quand je serai beaucoup plus vieux, Blast existera en dehors de moi, et qu'il y aura plein de gens. D'ailleurs, la moyenne d'âge des journalistes est assez jeune à Blast, et on est en train à mon avis, on est en train de construire la télé du futur. Et je pense, parce que j'aimais beaucoup Alain de Greff, et j'ai d'ailleurs été très proche de lui au moment un peu jusqu'à sa mort. Et quand Alain a inventé Canal+ dans les années 80, ils ont créé un modèle auquel personne ne croyait, quoi. Et nous, je pense qu'on est... c'est peut-être immodeste que de dire ça, mais je pense personne ne nous attendait avec un modèle comme celui-là. Et je pense qu'on est l'avenir. Je le pense vraiment. Alors après, si on est mauvais, les gens vont pas s'abonner, vont nous le faire remarquer. Mais je pense pas qu'on sera mauvais. Je pense qu'on est en train de travailler beaucoup. Là, moi, je suis je sais pas, je compte pas mes heures, quoi. Donc, et on n'est pas nombreux non plus. Donc, mais bon, voilà, il y a une gestion à trouver. Et je vois qu'on commence à avoir beaucoup d'ennemis, beaucoup de trollage sur les réseaux, etc. Ma seule crainte, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dépend quand même des algorithmes de YouTube ou de Facebook, etc. J'ai déjà eu à subir la censure avec mes éditos, puisqu'il y a eu des plaintes déposées pour atteinte à la violence ou incitation à la violence ou à la haine, alors que mes éditos étaient complètement corrects, non diffamatoires, etc. Mais vous savez comment ça se passe. C'est ce qui arrive d'ailleurs en ce moment avec Cerveau non disponible. Ils sont censurés sur Facebook. Et alors c'est pour ça qu'on crée ce site d'ailleurs, parce qu'on veut très vite arriver à une autonomie. Et si on est censuré sur les réseaux, les gens nous trouveront ailleurs, quoi. Donc on est en train d'inventer aussi ce modèle-là, quoi. Et on veut absolument toucher un public de gens jeunes qui n'ont plus accès à l'information ou qui n'y vont plus. C'est pour ça qu'on invente des formats et des modèles qui vont faire des vues et qui en font déjà. On teste des choses en ce moment et ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, même si je suis en ce moment on va dire la figure de Blast, on est un énorme collectif et j'ai été régulièrement, il y a eu des votes. J'ai beau être le président de Blast, j'ai respecté le choix de mes camarades. Par exemple, comme vous le savez sans doute, un mécène a proposé de nous financer. Et moi, je pensais qu'il fallait accepter son argent et que ça ne nuisait pas du tout à notre indépendance. Et il y a eu un vote et j'étais mis en minorité, donc on a refusé. On doit être un des seuls médias qui refuse 300 000 euros d'un mécène. Et je le regrette aujourd'hui. Mais j'ai accepté ce vote. Mais moi, je considère que... donc j'ai un de mes amis je vais vous donner une autre métaphore, qui travaille au WWF et qui sauve les éléphants en Afrique. Il me raconte qu'un jour, il découvre dans une planque des centaines de défenses d'éléphants en ivoire. Et les éléphants sont en voie de disparition en Afrique à cause du braconnage. C'est la raison principale. Il y a la biodiversité, la forêt qui disparaît, mais les éléphants sont en train de disparaître. Enfin, c'est d'une gravité extrême. Il me dit, parce qu'il m'a appelé pour me raconter cette histoire-là, parce que c'est au moment où où il y a eu cette espèce de délire contre moi, enfin avec comment il s'appelle, je vais même oublier son nom, le type qui me cherchait des noises là, en racontant n'importe quoi. Et donc lui me dit, vous êtes fou d'avoir refusé l'argent
de ce mécène, parce que moi, quand j'ai trouvé la réserve d'ivoire, qu'est-ce que j'ai fait, tu crois? Tu crois que j'avais deux solutions. Soit je prenais des bidons d'essence et j'arrosais l'ivoire, je faisais venir plein de caméras de télévision, et je regardais comme je suis pur et beau, j'élimine cet ivoire. Il me dit, j'ai pas du tout fait ça, j'ai pris l'ivoire, je suis allé le vendre au marché noir. Et avec l'argent de l'ivoire, j'ai embauché des gardiens, je les ai payés et on a traqué des braconniers. Et grâce à ça, on a sauvé des dizaines et des dizaines d'éléphants. Et ça, c'est être pragmatique et œuvrer pour le bien. Et toi, tu dois faire la même chose. C'est-à-dire que, et je pense sincèrement ça, je pense que la France est dans un niveau de corruption qu'on n'imagine pas, parce que la corruption, c'est plus des valises de billets, etc. Mais c'est toute l'influence. C'est-à-dire qu'on a vu comment a été élu Emmanuel Macron, l'argent de tous ses donateurs, etc. Et c'est éternellement des renvois d'ascenseurs en ce moment. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à ces inégalités. Et donc, lutter contre la corruption, c'est informer les gens de ce qui se passe, c'est sortir des affaires. Et c'est pour ça que on avait besoin d'argent pour payer des journalistes. Et je ne vois pas pourquoi il fallait refuser l'argent de ce mécène, dans la mesure où moi je suis le garant de cette indépendance. J'ai tellement refusé, j'ai toujours été... Mon seul bien, c'est ma réputation. Au moment de Clearstream, j'aurais pu prendre leurs millions d'euros et personne ne l'aurait su d'ailleurs. J'ai refusé tout ça. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais être corruptible, si vous voulez. Et voilà, mais bon, on a décidé de faire autrement, on a fait autrement, je l'ai accepté. Mais je pense que on a besoin de grossir, on a besoin d'argent pour payer des gens et pour fabriquer de l'information. Et fabriquer de l'information, enfin, ça coûte cher, quoi. Enfin, ça coûte cher en salaire, et on ne peut pas se contenter d'amour et d'eau fraîche, quoi. Donc il y a moyen il faut acheter des caméras. Enfin, c'est pas à vous que je vais dire ça. Il faut investir dans des studios. Il faut tout ça. C'est beaucoup d'argent, quoi. Et là, les banques nous prêtent pas d'argent puisqu'on est sur un modèle économique qui est complètement novateur. Donc voilà. Moi, en ce moment, je travaille à ça. J'y crois vraiment beaucoup. Et je pense qu'on va se développer forcément. Et les informations, les programmes qu'on va produire vont générer des dons, des abonnements. D'ailleurs, il faut aller sur le site, il faut cliquer, il faut s'abonner, il faut prendre des parts sociales. Voilà, quoi. Et en plus, elles sont défiscalisées. Donc voilà. Donc je suis vraiment... on est vraiment au tout début, là. Hein. On a à peu près jusqu'à la fin de l'année pour faire nos preuves. Évidemment que je sens un engouement des gens. Là, j'étais en TGV avec Catel. On était en train de voir. Aujourd'hui, on a peut-être eu, je ne sais pas, ce week-end, entre 200 et 300 mails de personnes qui ou nous proposent des sujets, ou nous encouragent, ou nous remercient, ou prennent des abonnements, etc. Donc on est porté par ça. Puis il y a vraiment des témoignages magnifiques, quoi. Et là par exemple, mon problème numéro un, c'est sur les enquêtes, c'est de pouvoir payer des journalistes, parce qu'on pourrait en sortir plein, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens. Donc on paye des piges, mais on traite peut-être sur 10 dossiers reçus, on peut en traiter que 1 ou 2 par semaine de ce qu'on reçoit, quoi. Donc il faut faire des choix, il faut faire des bons choix. Quand tu mets quelqu'un sur une enquête, ça coûte, s'il travaille 15 jours, ça coûte 2 000 euros, quoi. Donc, et pour sortir le truc, quoi. Donc voilà, et il n'y a pas que ça. Enfin, il y a les lives qu'on est en train de faire, il y a les tribunes, il y a les chroniques, il y a plein de choses, quoi. Donc on va avoir des programmes originaux tous les jours, et ça, ce sont les gens qui vont les financer. On a aussi un projet qui est très important, c'est de créer des coéditions avec Florent Massot sur des contenus, des essais. Je vais sortir un livre à la rentrée qui va être une coédition Blast Florent Massot. Gaël Giraud qui a fait cet entretien avec nous au moment du lancement, l'entretien amélioré de Gaël Giraud va faire l'objet d'un livre qui va être édité par Blast et Massot. On a reçu aujourd'hui un manuscrit que j'ai lu, écrit par un monsieur qui est ambulancier, et il fait une enquête sur le journalisme et les journalistes en France, et c'est vachement bien, et je pense qu'on va l'éditer.
enfin, etc., etc. Donc on a des projets, et vendre des livres, ça génère de l'argent, ça génère des dons, etc. Donc on est en train de créer une sorte d'écosystème. Je crois beaucoup aussi au programme qu'on va lancer avec Bruno Gassio, j'espère en mai-juin, qui est un journal décalé. On a également une marionnettiste. Donc Bruno avait évidemment envie de refaire les Guignols, mais les Guignols, ça coûte extrêmement cher. Et là, il y a une jeune marionnettiste qui est en train de travailler à un projet de Guignol, mais enfin, vous verrez, c'est super original. Et puis, il y a des humoristes, enfin des gens assez connus, je ne peux pas dire leur nom parce que ce n'est pas encore officiel, mais qui se proposent et qui nous proposent de travailler avec nous pour Blast. Et je pense que le journal décalé va être une sorte de bouffée d'oxygène et que ça va apporter beaucoup de choses, quoi. Mais ça coûte cher, il faut payer des auteurs, il faut trouver des studios, enfin c'est pas à vous que je vais dire ça, quoi. Mais je crois qu'on a un projet de péniche là pour mai-juin pour commencer à écrire et tourner là-bas. On va être les pirates de l'info. Et les problèmes sont tellement nombreux, mais je pense qu'un des premiers problèmes, enfin si tu dois le hiérarchiser, c'est vraiment un problème d'information. C'est un problème d'accès à l'information pour le plus grand nombre. Et je pense qu'en France, on a un réel problème de journalisme. Donc c'est pour ça que je fais Blast. Après, il y a le problème des inégalités qui se creusent d'une manière abyssale quand même. Dans ce pays, il y a une paupérisation. Comment un pays aussi riche que le nôtre produit autant de pauvreté? Il y a évidemment le problème de l'écologie et du réchauffement climatique qui nous condamne à terme, quoi. Il y a toutes les questions de biodiversité qui sont hyper prégnantes, quoi. Il y a des problèmes comme ça à prendre à bras le corps. Et puis derrière, il y a le problème du capitalisme. Moi, je ne suis pas anticapitaliste. Mais je pense qu'on a un vrai problème de redistribution du capitalisme et de financiarisation du capitalisme. La spéculation a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, elle nourrit... Un trader, ça sert à rien, quoi. Et tu as tout un tas d'intermédiaires financiers qui coûtent un blé et qui gagnent un maximum de blé. Cet argent-là, ça doit être une bulle qui va et qui doit exploser. Et on doit beaucoup mieux redistribuer les richesses, quoi. Et donc après, c'est ce que je vois poindre aussi aujourd'hui, un peu comme, malheureusement, un peu comme la période d'avant-guerre et quand il y a eu la montée du nazisme, etc. C'est que cette paupérisation provoque aussi une sorte de crise identitaire en France. Et les gens, comme les gens commencent à avoir faim, commencent à se dire mais c'est pas normal que je peux pas faire donner à bouffer à mes gamins, etc. Donc ils entendent des tordus du Rassemblement national ou de ces partis d'extrême droite en France mais aussi en Europe qui leur disent regardez c'est la faute des Africains, c'est la faute des émigrés, c'est la faute de tout ça. C'est pas vrai, c'est la faute de la finance. C'est-à-dire que le premier problème, c'est vraiment la finance, quoi. Le crime contre l'humanité, c'est ce crime de défiscalisation. C'est pour ça que des pays comme le Luxembourg, comme Monaco, tout à l'heure j'ai des cités, il y a des tas de paradis fiscaux, ce système-là ne peut plus tenir. Il arrive à une sorte d'essoufflement. Et je pense que si j'étais milliardaire, si j'étais Bernard Arnault, je commencerais à flipper, quoi, à me dire il faut que je règle ces problèmes-là avant tout. Tu sais, ça ne sert à rien, il va crever avec ses milliards. Et il nous emporte dans cette spirale infernale. Donc c'est aux citoyens à se rassembler autour de projets importants. Je pense qu'on est nombreux, vous, nous, enfin vous voyez bien, en dehors des partis politiques, à essayer d'inventer ce monde nouveau et ce monde de demain, quoi. Aujourd'hui, quand tu allumes la télévision, tout le monde est sûr que ça va être Macron contre Le Pen. Je pense pas, moi. Je pense que après, à gauche, ils sont trop cons pour l'instant pour arriver à se mettre d'accord. Et à droite, on peut arriver avec 4 candidats au second tour, on verra, tout peut arriver encore. Donc, et plus on informera les gens, plus les gens voteront en conscience et ne voteront ni pour Le Pen ni pour Macron. Alors mon propos est politique, alors que je ne suis absolument pas militant. Moi, je n'ai pas du tout un regard idéologique sur le monde.
j'ai un regard de journaliste. Et quand je dis par exemple, moi j'ai voté Macron au premier tour, je ne savais pas du tout que ce type nous enflerait autant, quoi. Donc là, aujourd'hui, quand il prend la parole, quand il dit des choses, y compris sur le Covid, c'est insupportable parce que il n'a cessé de nous mentir. Il a menti sur les masques, il a menti sur les vaccins, il a menti. Alors bien sûr, il n'est pas responsable de la tragédie qu'est la pandémie, mais sur la gestion de l'hôpital, c'est quand même une horreur. Parce que si on doit prendre un exemple d'hyper-paupérisation, c'est bien l'hôpital public, quoi. Et ça, c'est la société, c'est quand même Emmanuel Macron et sa République en marche arrière qui est en train de condamner l'hôpital. Et je pense que, sincèrement, qu'il y aurait pu y avoir beaucoup moins de morts si le problème avait été mieux géré. C'est quand même un magnifique service public à préserver. Et l'idée de Macron, s'il est réélu, je pense qu'il privatisera entièrement le service hospitalier. Il en a rien à foutre du service public. Lui, c'est un mot, le service public, c'est un mot qui lui convient pas, quoi. Alors après, il peut nous baratiner, il va nous faire croire que, mais moi, je le crois plus, quoi. Donc on est face à un président qui est de droite, qui est hyper libéral. Et donc voilà, quoi. Et j'ai pas très envie de repartir avec lui. Donc je fais pas du journalisme contre lui, je fais du journalisme. Mais il se trouve que la presse est un contre-pouvoir. Et donc il faut qu'on dénonce un certain nombre de pratiques et d'agissements de ces gens-là, quoi. Moi, les valeurs que je défends, c'est des valeurs de liberté. Là, je parle de la presse, hein, des valeurs de liberté, des valeurs. C'est l'indépendance, c'est la tolérance aussi, et c'est l'égalité, surtout l'égalité devant la loi. Donc voilà. Après, il y a tout ce qui concerne évidemment l'écologie, mais l'écologie, c'est un mot qui a été tellement galvaudé que, moi j'ai un fils qui a 15 ans, j'ai envie qu'il soit heureux et qu'il vive dans un monde où il y aura toujours des éléphants et des dauphins voilà, je pense qu'il faut lutter contre le réchauffement. Je me souviens, j'ai fait une interview de Jouzel, qui était ce chercheur qui allait sur les calottes glaciaires, il y a 15 ans, qui nous a alertés là-dessus, quoi. Donc ça suffit, enfin voilà, quoi. Donc il y a aussi disons la persévérance. Il faut être persévérant, il faut résister. Il faut résister à la connerie ambiante, il faut résister à la facilité. Et en fait, résister, ça rend heureux aussi. C'est pas du tout, comment dire. La résistance, c'est pas un repli sur soi. La résistance, c'est aussi on se sent bien quand on résiste et quand on est nombreux à résister ensemble. Et voilà, je trouve que le combat vaut la peine d'être mené. Et moi, ça me rend plutôt heureux de faire ce que je fais en ce moment. Euh, c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est un porte-bonheur avec je l'ai dans mon sac. Il y a une photo de Brotigan et il y a ouais, je pense que je garderai ça. Il y a un petit bijou, enfin, c'est quelque chose. Donc Brotigan, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Donc c'est un objet, un cadeau qu'on m'a fait. Le bonheur pour moi en ce moment, c'est d'aller me balader en forêt avec mes chiens. J'en ai besoin. Enfin, c'est un tout petit moment de bonheur, mais j'en ai besoin. C'est un peu ma soupape. Comme je travaille beaucoup, voilà, quoi. Ou là, c'est des dîners entre amis. Là, je rentre d'un week-end à la campagne où on s'est fait des huîtres et un barbecue. Alors on était 8 au lieu d'être 6, donc je devrais pas le. Mais ça fait tellement plaisir de retrouver des amis et de se parler, de se toucher, de se sourire, enfin, bon voilà, quoi, on en a vraiment besoin en ce moment, quoi. Je suis assez heureux d'habiter où j'habite. C'est-à-dire, j'habite un petit village en Moselle et j'habite en pleine nature. Mais autrement, il y a deux endroits que j'aime beaucoup en France, qui sont l'île d'Oléron, où j'aimerais trouver une maison là-bas, ou alors la ville de Sète, où j'ai beaucoup d'amis, et j'adore Sète. Mais ça fait longtemps, hein, maintenant que je sais que c'est à la mode, mais ça fait 20 ans que j'aime cette ville. Et j'aime les Sétois, c'est des gens, c'est très particulier par rapport à d'autres villes du Sud où je me fais assez vite chier. Tandis que là, non, j'adore Sète. Je dirais de résister de penser par lui-même.
et de ne pas croire tout ce qu'on raconte et de réfléchir, de résister, d'avoir cet esprit de résistance. Il y a le documentaire sur Noam Chomsky qui s'appelle Manufacturing Consent, que j'ai vu quand j'étais étudiant. Et ça a changé ma vie de voir ce film. Et d'ailleurs, j'ai fait un livre après avec Noam Chomsky qui s'appelle 2 heures de lucidité, qui a été traduit dans une vingtaine de pays. Donc Noam Chomsky a beaucoup changé ma vie. Et après, c'est toute la littérature américaine. Et Carver, Brotigan, Bukowski, toute la lecture de ces gens-là a changé mon rapport au monde et à l'écriture. Ils m'ont donné envie d'écrire. Et voilà. Mais le pays que je rêvais de découvrir, je l'ai découvert quand j'avais 20 ans, c'est l'Inde. Je suis parti en Inde et au Sri Lanka pour un voyage de pratiquement 3 mois, quoi, un voyage initiatique que faisaient tous les babas à l'époque, quoi. Et donc j'ai fait ça. Et actuellement, dans quel pays j'aimerais aller? J'aimerais peut-être retourner au Mexique. Voilà. J'y suis allé il n'y a pas longtemps, mais j'y suis pas resté suffisamment longtemps. Je ne vais pas choisir 50 pays, parce que sinon ça ne va pas le faire, quoi. J'hésite entre créer une justice qui soit réellement indépendante. Donc il y a un système à mettre en place pour couper le lien entre les parquets et le ministère de la Justice. Et puis évidemment une mesure qui interdirait à tout lien avec un quelconque paradis fiscal. Voilà. La première mesure que je prendrais, ça serait de nationaliser une banque et d'en faire une banque éthique. Je prends BNP Paribas ou la Société Générale et j'en fais une banque d'État et avec une interdiction de l'usure, quoi. Il y aurait ça serait véritablement une banque éthique et ça permettrait de développer durablement des projets. Pour l'instant, les banques font beaucoup trop de spéculation et ont beaucoup trop de filiales dans les paradis fiscaux. Enfin, elles sont là pour engraisser une sorte de capitalisme qui détruit la planète, en quelque sorte. Là, si tu commences à faire une banque éthique dans laquelle les Français pourraient tous prendre des comptes, d'ailleurs, je leur ouvre un compte, je leur mets tous 100 € sur le compte, et puis je créerai un revenu universel. C'est un autre projet qui est facile à mettre en place. Et il y aurait une sorte de nivellement et je pense qu'on pourrait tous vivre beaucoup plus heureux, quoi. Le travail n'est pas une obligation non plus. Enfin, il y a un rapport au temps à changer. L'aliment que j'ai arrêté de manger, c'est con, j'ai parlé de côte de bœuf tout à l'heure, mais avec l'influence de ma fille Nina, je mange de moins en moins de viande. Et en tout cas, je culpabilise un peu quand j'en mange. Et c'est pareil, je suis plus attentif à la souffrance animale. Il y a 5 ou 6 ans, j'étais beaucoup moins attentif à ça. Et je me rends compte, par exemple, que les vaches sont hyper maltraitées, voilà, il y a des tas d'aliments lactés que j'ai plus envie de prendre parce que il n'y a rien de pire que les trucs à 1000 vaches, là où tu as ces vaches qui sont, enfin, dans la maltraitance animale, la manière dont on traite les vaches, c'est franchement pas terrible, quoi. Ben, c'est l'histoire que je racontais tout à l'heure sur le type qui, pour sauver les éléphants en Afrique, a décidé de vendre de l'ivoire, et avec l'ivoire, il a sauvé des éléphants. C'est-à-dire que c'est l'idée que la pureté, c'était la phrase de Sartre, la pureté, c'est une idée de fakir et de moine. Et donc, il faut être pur, avoir l'âme pure, mais à un moment donné, quand tu es dans une guerre, je ne dis pas que tous les moyens sont bons, mais un certain nombre de moyens doivent être utilisés il faut savoir qui sont ses ennemis. Et on est dans une forme de guerre, on n'est pas dans un monde de bisounours en ce moment. Donc il y a des batailles à mener. Et on ne fait pas ça la fleur au fusil, quoi. Enfin, moi, je trie déjà pas mal tout ce qui est chez moi, mes ordures, les trucs comme ça. Un éco-geste. Tu vas... si je le dis, vous allez vous foutre de moi, mais pisser sous sa douche, par exemple, plutôt que de dépenser plein d'eau quand tu vas pisser dans des toilettes,
bah, il vaut mieux pisser en prenant sa douche, quoi. C'est un éco-geste en quelque sorte. Ben, résister, être tolérant, euh, ouvert au monde, écouter son fort intérieur, euh, ne pas se laisser embrigader par, par les propagandes. Il y a de la propagande est partout. Donc elle est pas grossière, elle est assez fine. Donc voilà. Et puis la première peut-être des résistances, c'est l'information. Donc c'est s'informer, savoir s'informer. Ça prend du temps, mais c'est tellement important d'être bien informé pour pouvoir choisir et pas se faire baiser, quoi.